Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Thierno Alassane Sall, ancien ministre. Thierno Alassane Sall est ingénieur en aviation civile, mais également ingénieur en télécommunication. Monsieur Sall, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Mais Bayomar, c'est mon plaisir et c'est toujours un immense bonheur que d'être à Objection. Alors, Thierno Alassane Sall, la situation sociale et économique est complexe. Que dire du contexte politique en perspective des locales de janvier 2022? Les acteurs rivalisent sur le terrain. Le chef de l'État, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, poursuit ses tournées dites économiques à l'intérieur du pays. Macky Sall est présentement dans le nord du Sénégal, pendant que Aar Sunu Démocratie, qui regroupe également à la fois des acteurs politiques et de la société civile, exige la libération des détenus politiques. Aar Lu Ñu Bokk rassemble et bande les muscles. Alors, hier à l'APR, aujourd'hui dans l'opposition, Thierno Alassane Sall, première question, que peut bien traduire cette situation politique, économique, sociale, tant sur la forme que sur le fond? Mais vous avez parfaitement raison de faire le lien entre la situation économique qui, j'allais dire, conditionne et commande les réactions et le vécu social des gens et donc la traduction sur le front politique de manière générale. On est pratiquement en fin de mandat ou en milieu de deuxième mandat du président Macky Sall et après près de 10 ans d'exercice du pouvoir, et on eut, avec son PSE, on eut pu s'attendre à une situation plus réjouissante, excusez-moi du terme, d'autant plus qu'on avait déjà vécu des situations parallèles et on pensait que enfin la rationalité et le sursaut nécessaire seraient un rendez-vous après les assises nationales, après l'espoir de 2012 pour qu'un autre Sénégal très différent émergea. Mais aujourd'hui, on est forcé de constater que la situation est très difficile et Macky Sall est dans une forme avec sa tournée électorale, une forme de répétition de ce qu'il a su faire durant Pourquoi vous dites électoral, lui dit tournée économique? Pourquoi? Mais il ne vous aura pas échappé que lorsque, à la veille de tous les grands rendez-vous électoraux de son premier mandat, il était régulièrement en tournée, précisément économique, pour soi-disant tâter le pouls du pays. Et d'ailleurs, si c'est pour tâter le pouls réel du pays, il n'a pas besoin de faire le terrain actuellement. Et moi, là où je suis, je sais que dans le nord du pays où il va, il y a beaucoup de périmètres aménagés qui ne sont plus fonctionnels. Je te donne souvent l'exemple du périmètre de Aéré, là où il y a 1000 hectares qui depuis 1 an et demi n'ont pas été exploités parce que le GIE en question qui l'exploitait est en faillite. Et là-haut, c'est dans le nord du pays. Dans le nord, dans le département de Podor, Oui. et beaucoup de cuvettes sont sous-exploitées ou mal exploitées. Il n'a pas besoin d'aller dans le nord du pays pour savoir ce que sont devenus les tracteurs qu'il avait si coûteusement importés à coût de milliards, qui sont distribués et dont certains se sont retrouvés vendus en Mauritanie par des agents économiques, comme le disait Moustapha Cissé Lo, qui ne font pas de l'agriculture, mais qui sont des politiques à qui on distribuait gracieusement ces tracteurs et qui les vendaient ou que sont devenus les vaches, etc. Il n'a pas besoin d'aller dans le nord du pays pour voir que les manifestations quotidiennes, des gens comme Bokeh Dialoubé par exemple, où les gens se plaignent de boire une mauvaise eau. Et hier, j'étais avec des populations à Diogo, à Thiès, mais les gens se lamentent d'une eau extrêmement jaunâtre que j'ai pu voir dans mes tournées, à ce point qu'ils boivent, ou des déperditions importantes de leur culture maraîchère après les récoltes, faute d'air de stockage, faute de conditions de sortie et surtout dû à une concurrence des producteurs marocains qui importent vers le Sénégal ou qui exportent vers le Sénégal plutôt avec des qualités différentes et des coûts surtout de production beaucoup plus faibles pour 1000 raisons qu'on pourrait expliquer. Donc, est-ce qu'il a besoin de sortir de même son palais pour entendre ce qu'il a dit lui-même qu'il a entendu, le cri des populations qui ont manifesté
au mois de mars, avril, mai, et des jeunes surtout qui crient leur désespoir, leur désarroi, leur perte de confiance dans le pays. Mais pourtant, est-ce qu'il a besoin d'aller... Oui. On eût attendu qu'il aille visiter les gens qui reviennent des bateaux pour leur demander. On n'a jamais vu Macky Sall s'asseoir face aux gens qui viennent des mers là, qui ont risqué 7 fois, dont certains sont allés 7 fois en mer, qui sont prêts à retourner pour leur demander, mais pourquoi est-ce que vous allez en mer? Pourquoi vous ne croyez pas en votre pays et en mon projet? Mais pourtant, ils mobilisent encore. On sait comment les mobilisations sont obtenues, mais je termine juste sur ma lancée, je reviens sur tout. Mais ce qui eût été intéressant de voir également, c'est de voir le président en face d'un patronat sénégalais renouvelé et beaucoup plus dense, parce qu'on a parlé de PSE. On a investi, Macky Sall a emprunté plus de 8 000 milliards de francs CFA. Il est bientôt à 9 000 milliards de francs CFA en moins de 10 ans. 1 000 milliards par an en moyenne. Mais cet argent injecté dans l'économie, comme ils disent, mais on aurait dû voir de nouvelles entreprises, de nouvelles PME éclore, et on aurait dû voir Macky en face de ces patrons d'entreprise, de cette nouvelle classe d'hommes d'affaires créée grâce à son PSE en discussion. Il n'y a pas que ça maintenant pour les mobilisations. Oui. Et c'est là le désastre de nos pays. C'est l'argent en politique. Eux-mêmes, ils ne se cachent pas. On a mis 70 millions sur la table, 80 millions, 90 millions. Là où les gens ont un problème je peux vous citer la commune vers Aérera, au bord de Lao, où dans un village, le puits est à 100 mètres de profondeur. Parfois, des bêtes tombent dedans, meurent, et c'est le seul puits. Les gens sont obligés malgré tout de boire et de se servir de cette eau-là. Ils ont besoin de moins de 500 000, 1 million pour refaire ce puits. Est-ce qu'on a besoin, dans ces contrées où les gens sont extrêmement dénués, où les gens manquent de quasiment tout, de mobiliser 70 millions pour faire venir les populations? Et cette mobilisation, d'ailleurs, est la traduction la plus éclatante de la pauvreté. Vous donnez 2 000, 3 000, 5 000 francs à des personnes qui viennent de 20, 30 km à l'intérieur des terres. Vous leur donnez un sandwich, un t-shirt. Et pour cette raison, ils viennent. Si ces gens étaient occupés à travailler, si l'heure de travail coûtait même 2 000 francs par jour, ou 3 000 francs, si la journée de travail même leur rapportait 3 000 francs, vous pensez que ces gens seraient achetés, pour ainsi dire, pour venir applaudir le président de la République? Oui, mais c'est les populations locales aussi qui l'accueillent. Non, vous savez bien qu'aujourd'hui, le Fouta est traversé par un mouvement qui s'appelle Fouta Tampi ou Podor va mal ou diverses formes. Oui. Quand on dit les populations, il ne faut pas en faire une réalité monolithique, indifférenciée, qui serait un seul bloc. Il y a des gens qui vont l'accueillir. Il y a certainement parmi eux une minorité. Il y a une forte mobilisation quand même. Il y a une peut-être minorité vous parmi constatez eux. Une forte mobilisation sur le terrain Absolument. Quand même. Oui. Comme à la veille de la chute de Ouad, on lui faisait dire qu'il avait mobilisé ici vers Kergourgui 2 millions de personnes. C'était le débat. Ou comme à la veille de la chute de Ceausescu, il avait... Pour vous, cette mobilisation ne traduit rien dans la réalité? Elle ne traduit absolument rien. Il y a d'ailleurs quelque chose de pervers dans ça. C'est quoi? C'est le fait que quand les manifestations ont frappé les villes du centre du pays, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, etc., il y a une forme de refuge. C'est l'en-soi, le chez-soi virtuel de Macky Sall, qui fait que dans un premier geste, ils sont partis au nord pour essayer de mobiliser le nord, comme si le nord est différent dans ses sensations et dans ses pulsions d'avec le reste du pays. Et le nord leur a répondu à travers beaucoup de vidéos, de manifestations dans les réseaux sociaux, qu'ont couvert les télévisions aussi, les médias du pays, que le nord va mal. Fouta Tampi Mbié Poula, Fouta Tampi, Podor va mal, etc., etc. Mais en plus, c'est une forme de division du pays que de vouloir dire, bon, on se projette chez soi là-bas pour laver l'affront qu'on a essuyé à Dakar. Je pense que les gens du Fouta... Ils l'ont pas dit quand même. Ils l'ont pas dit. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils l'ont dit, mais c'est une forme de réaction dès les premiers moments d'après les manifestations. Où est-ce qu'ils sont courus? Oui, mais c'est votre insinuation. Mobilisés, ils sont allés mobiliser. Non. Oui, pourquoi mais comme ils ont été à Fatih, comme ils ont été un peu partout. Chez soi. Peut-être Dakar viendra après. Chez soi. La première chose qu'il était faire, si Macky Sall était dans la logique de guérir et de parler aux Sénégalais, et s'il avait compris le message, d'ailleurs,
que lui ont envoyé les jeunes de ce pays. C'était quoi le C'est message? qu'on en a assez de ces manipulations grotesques qui ne sont visibles que dans des pays sous-développés, qui font partie du sous-développement mental et politique. Vous ne verrez pas ce type de manifestation, même en Asie ou en Europe ou en Amérique. C'est que dans des pays sous-développés, ça fait partie du sous-développement mental, politique et culturel. Alors, que de mobiliser autant de personnes pour rien, pour accueillir quelqu'un à coût de dizaines de millions. Ça, c'est d'abord le premier échec. Mais c'est pour inaugurer une infrastructure médicale, un hôpital, par exemple. Vous n'aurez pas échappé qu'à Kédougou, par exemple, après l'inauguration, malheureusement, quand il y a eu nécessité d'utiliser ces infrastructures-là, il a fallu toujours courir vers Dakar. Quand il y a eu les blessés après l'accident au cours duquel vos collègues de l'ERAL ont perdu la vie et paix à leur âme, vous n'aurez pas échappé que c'est vers Dakar que vous ne trouvez pas pertinent de se déplacer vers Matam pour une Podor pour ce qui est saisissant d'ailleurs. Moi, j'ai croisé le cortège du président dans le sud-est du pays. Oui. Vous avez constaté quoi? À Tambacounda, à 7 h du matin, une cavalcade, une myriade de voitures luxueuses. Ah oui? Des V8 Toyota du dernier cri. Dans un environnement où, d'ailleurs, de Kaolack à Tamba puis à Madina Gounass, vous voyez que des arbustes, il n'y a plus d'arbres, la forêt a été totalement rasée. Vous voyez que même les forces de défense, là, des commandos, devant la station-service où on refaisait le plein nous à 7 h du matin avant de revenir vers Dakar, vous voyez les gens venir s'approvisionner avec des voitures dernier cri. À côté, il y a les brigades de Goudiri qui, en ce moment, avaient des problèmes avec les populations, n'arrivent pas à avoir suffisamment de camionnettes, de pick-up et d'essence, de carburant pour pouvoir assurer la sécurité des populations. Depuis 1 an, les gens se plaignaient de vols de bétail et la gendarmerie était dans l'incapacité de trouver et le vol de bétail arrivait à un fléau qui, plus d'une centaine de bêtes qui ont disparu. Quand les gens ont découvert eux-mêmes les bouchers qui dépeçaient les bêtes, ils ont appelé la gendarmerie. La gendarmerie a essayé d'arrêter ces gens-là qui ont réussi à emprunter un camion pour pouvoir filer vers l'extérieur du département. C'est les mêmes populations qui ont fait le rôle des gendarmes, ont arrêté le camion. Puis, il y a eu des risques d'émeute parce que les populations ont exigé que les peaux de bêtes soient étalées et qu'elles puissent distinguer, retrouver les marques de leurs bêtes qui étaient volées. Et d'aucuns ont découvert 10, d'aucuns ont découvert 7, des bêtes qu'ils avaient portées disparues depuis 7 ans, 7 mois, 2 mois, etc. Quel est le lien avec le cortège, un cortège présidentiel? Quand le peuple, la sécurité du peuple, qui dépend des brigades de gendarmerie, quand les brigades de gendarmerie ont des voitures qu'on pousse le matin, ou une brigade qui couvre un département comme le département de Goudiri, a 2-3 véhicules, département plus grand que la région de Thiès, 3-4 véhicules, a une dotation en carburant insuffisante, et que le président de la République, avec son cortège, siphonne en un jour dans ces voitures luxueuses, climatisées, qui font 500 km pour rallier Tambacounda, puis après continue, avec un cortège infini. C'est l'argent qui devait servir à la protection de ces populations. C'est le carburant qui aurait dû servir à la protection de ces populations. C'est les véhicules qui auraient dû servir à la protection de ces populations. Le président coûte cher aux contribuables sénégalais. Mais évidemment, il coûte d'autant plus cher que ce n'est pas le président d'un pays pauvre qu'on va se déplacer. On est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Mais quand on regarde le train de vie du président, sa suite, on croit revoir le roi Soleil qui se promène dans Paris avec ses carrosses quand le peuple crie de faim. En termes de description et d'illustration. C'est-à-dire que on voit le président qui songe, première chose, à acheter son avion, à se payer un avion. Au prétexte duquel il a été raconté des tas de contre-vérités. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus clair? Je vais être précis sur ce fait-là. D'abord, on nous dit que oui, l'achat a été annoncé en 2019. Puis avait été programmé dans en la loi des finances. Dans la loi des finances. Oui. Et puis 2020, et puis 2000. Mais c'est pas vrai. Ah oui? Mais la loi des finances, ça doit être... Mais c'est ce que le ministre des Finances après coup. Oui, a dit à l'Assemblée nationale. Après coup, oui, quand sous le feu des critiques et la pression de l'opinion, il cherche désespérément
comme un suspect au tribunal, Oui. à se couvrir du premier prétexte venu. Pour rappeler à nos la loi des auditeurs, finances. oui, qu'Abdoulaye Daouda Diallo avait annoncé que l'avion a coûté 57 milliards 447 millions 237 356 francs CFA. Et que oui, cette annonce a été faite à l'Assemblée nationale et que l'acquisition a été budgétisée dans la loi des finances 2019, 2020 et 2021. Le dernier paiement de 4,4 milliards de francs CFA sera effectué en juillet prochain. Ça, c'est l'annonce faite par le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre des Finances peut dire ce qu'il veut, mais le propre d'une loi des finances, oui, c'est de rendre compte au peuple, d'obtenir l'autorisation des représentants du peuple et de rendre compte au peuple de l'utilisation de l'ensemble des ressources au dernier prêt. Et suivant les priorités les plus importantes. Aujourd'hui, on est dans un pays où les abris provisoires foisonnent et vont continuer parce que chaque année, il entre davantage d'élèves au CI et davantage d'étudiants. Mais d'abord sur les comptes vérités. J'arrive à ça. Oui. Vous savez, Baye Omar, en septembre 2019, l'avion présidentiel a fait une révision de 6 ans où quasiment toutes les structures importantes de l'avion ont fait l'objet d'une auscultation précise et éventuellement de remplacement s'il y a lieu. Parce qu'un avion, ce n'est pas comme un véhicule. Il le compare souvent à un véhicule. D'abord, on ne répare pas un avion dans le premier garage de Vous êtes ingénieur en aviation civile. On parlait quand même de la vétusté de cet avion. C'est tout à fait faux. Et je vais vous donner des exemples précis. Oui. 20 ans pour l'avion présidentiel, c'est comme 2 ans de vol d'un avion commercial. Ah oui? Sur ce point, vous me permettrez d'être un peu exhaustif pour la compréhension de nos auditeurs. Allez-y rapidement. Oui. Un avion commercial A320, par exemple, qui appartiendra à une compagnie comme Emirates ou Delta, va rouler 18 heures ou 20 heures par jour. La compagnie va faire en sorte que l'avion soit le moins immobilisé possible. Parce que ce qu'on appelle un actif tournant, il faut l'exploiter au maximum possible. C'est pourquoi vous avez des pilotes qui vous attendent à l'hôtel. Quand vous faites 8 heures de vol, vous arrivez, il y a un nouvel équipage qui prend le relais et l'autre équipage se repose. Mais l'avion, lui, ne se repose pas. Il se repose le temps qu'on le reconditionne, c'est-à-dire on met le fuel, on décharge, on recharge et il continue. Et en général, il fait 20 heures de vol par jour. Ça, c'est un avion commercial. Oui. Et il le fait durant 20 ans ou 30 ans. Il y a des 747 qui sont encore en activité. Il y a des avions de 30 ans ou 40 ans qui sont en activité sous ce régime-là. Parce que, savez-vous, un avion, après un certain nombre de cycles de toucher de roue et de décollage, on change tout ce qui est lié au système d'atterrissage pour ne pas attendre qu'un pneu explose pendant un décollage ou un atterrissage. On n'attend pas ça. C'est les normes et c'est fait par des organismes de maintenance agréés ou par les techniciens de maintenance agréés qui ont les meilleures formations. Ensuite, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, on fait un premier check qu'on appelle le check A, puis check B, puis check C, puis un certain nombre, check 6 ans, check, etc. Parce que on n'attend pas un avion, on ne peut pas le garer en plein air pour réparer une pièce défectueuse. On cherche à traquer les moindres problèmes pour les réparer avant l'heure. Et c'est réparé par ce qu'on appelle des organismes de maintenance approuvés par qui? Par les régulateurs du pays en question. C'est-à-dire, si c'est en France, c'est la DGAC française qui donne autorisation à l'atelier de maintenance qui est à Perpignan et qui vérifie qu'il y a les compétences, les techniciens, les meilleures normes. Vous savez, même une pièce de rechange qu'on sort d'un avion, quand un auditeur vient, un auditeur comme j'étais dans l'aviation civile vient, il regarde si l'autorité de l'aviation civile en question s'assure que ces pièces ne retombent pas dans le circuit pour être utilisées ailleurs dans le monde comme pièces de rechange de seconde main. Un avion, c'est des pièces d'origine. Donc, quand ils ont fait la révision de 2019, septembre 2019, qui était planifiée, mais c'est une révision après laquelle l'avion est réputé avoir un niveau de fiabilité et de sécurité optimum. Et je rappelle, encore une fois, que cet avion-là, l'avion présidentiel, il vole 3 fois maximum par mois. Et c'est des voyages, quand il arrive à Paris, par exemple, après un vol de 5h30, il reste 2 jours, 3 jours sans voler, puis après, c'est durant le retour du président qu'on le réutilise. Donc, chaque voyage lui coûte en moyenne, mettons, une moyenne de 15 heures ou 20 heures. Et donc, cet avion-là vole en 1 mois ce qu'un autre avion commercial vole en 3 jours.
c'est 10%. C'est-à-dire qu'il a fait en 20 ans un nombre de cycles moindre que ce qu'un avion commercial fait en 2 ans. Et encore une fois, c'est le nombre de cycles de vol, d'atterrissage et de décollage qui commande les maintenances qui sont programmées par les normes. Vous ne pouvez pas y faillir. Si vous ne faites pas les maintenances en question pour un avion commercial, on vous retire le certificat de navigabilité. Donc pour vous, l'argument de vétusté de l'avion, des pannes successives ne tient pas la route. D'autant plus que cet avion a appartenu au président Sarkozy, à la présidence de la République française, autant pour moi, puis a été revendu à la présidence de la République sénégalaise. Donc ce n'est pas un avion qui a volé près de 2 ans, l'équivalent de 2 ans d'un avion commercial. Ça ne tient pas la route. C'est comme si vous avez un véhicule personnel de même marque qu'un autre véhicule qui est un véhicule de transport, mais en 10 ans, votre voiture aura roulé beaucoup moins que le véhicule de transport en 1 an. C'est aussi simple que ça. C'est aussi... Deuxièmement, et ce qui est le plus grave, c'est qu'on nous prend pour des grands enfants, nous les Sénégalais, pour des demeurés. Mais le roi du Maroc n'a pas un avion à sa disposition. Il utilise les avions de la RAM. Et il se trouve d'ailleurs, la Royal Air Maroc, et il se trouve d'ailleurs qu'il utilise un 747. Quand il est venu ici la dernière fois, c'est un 747 qu'il utilisait. Vous savez comment ça se passe? Donc un avion qui est piloté, qui est géré par des civils. Il n'y a pas de question de secret militaire, de secret de vente. Tant que c'est par la RAM, c'est exploité par des pilotes de la RAM, c'est géré par la maintenance de la RAM, qui se trouve à Casa, etc. Et quand le roi a besoin de voyager, c'est prévu à l'avance parce que le roi ne se lève pas sur un coup de tête pour dire je m'en vais ici ou là. Tout roi qu'il est, parce qu'il est rationnel. Et il y a un kit royal, la veille de son voyage, on change la configuration de l'avion pour installer la configuration qui sied au roi, et puis l'avion est utilisé pour les besoins du roi pendant le temps de son voyage. Il revient parce que ces gens savent. Pour vous alors, pour ce qui est du Sénat, on aurait dû utiliser la compagnie Air Sénégal. Oui. Mais le président Xi Jinping n'a pas un avion. Oui. Mais le président Xi Jinping n'a pas un avion. Il utilise les avions des compagnies nationales chinoises. Un Airbus n'a pas sa raison d'être pour vous. Et je vais vous dire plus grave. Oui. C'est qu'on se paie le luxe que ne prennent même pas les pays développés. C'est quoi l'Airbus? Le Canada, le premier ministre canadien a une flotte. Ils ont une flotte parce que c'est un grand pays, parce que beaucoup voyagent et ils ont beaucoup de sommets, etc. Mais c'est des avions bombardiers de chez eux. Tous fabricants d'avions qu'ils sont, ils prennent des catégories équivalentes ou inférieures à notre avion 320 Neo. Le président français, son avion c'était un 319 qu'on nous a vendu, ils sont maintenant en 320 Neo. Ils auraient pu dire qu'on est un fabricant d'avions. On prend le NEC le plus ultra, on prend un Airbus 330. Mais gestion sobre et vertueuse et dépenses rationnelles obligent, ils se mettent à des Airbus 320. Nous, on est un pays parmi les 25 les plus pauvres au monde. Dès qu'il y a eu la pandémie, notre président a été le premier au monde à mendier l'effacement de la dette, à commander urbi et orbi qu'on fasse pitié à l'Afrique. Pitié à l'Afrique, effacez-nous notre dette. Et dans le même mouvement, le monde entier stupéfait découvre que non seulement ils se paient un Airbus 320, c'est pourquoi ils essaient de dire non, c'était avant la pandémie, mais en même temps, et dans le même moment, là où on parle là, ils sont en train de vouloir commander un palais à Diamniadio. Puisque vous avez vu un de vos confrères d'ailleurs ressurgir qui est toujours... C'est pas encore une information officielle quand même. Et ils en avaient parlé en 2018. Où ça et dans quelles conditions? Sous les cris d'orfée de l'opinion, le cri de scandale de l'opinion, ils ont senti qu'avec l'élection présidentielle qui approchait, c'était pas le moment de commander un palais présidentiel. Mais là, vous avez vu votre confrère qui sort souvent les lundis pour faire ses éditoriaux et qui est le confident du palais. Qui a lancé un ballon de sonde ce lundi en disant oui, on a droit à un palais, le palais là il a des éboulements, il date de l'époque coloniale, nous sommes le seul pays africain. En quoi est-il gênant de construire un palais? Nous sommes le seul pays africain. Avec des symboles. J'arrive d'abord dans l'argumentation. Oui. Mais est-ce qu'il faut raser l'université de Dakar au prétexte qu'il a été construit par les colons? Est-ce qu'il faut raser l'hôpital principal au prétexte qu'il a été construit par les colons? Est-ce qu'il faut raser, etc., etc.? Commençons par nous débarrasser de la langue du colon d'abord. Commençons par parler notre propre langue. Commençons par nous débarrasser du pont Faidherbe. Commençons par nous débarrasser de la statue de Faidherbe. C'est un faux prétexte. Il y a des choses beaucoup plus urgentes
Faidherbe a fait brûler des villages dans le pays, dont le nôtre, mon village, le village natal de mon père, à Donnaï. Oui. Et il a fait brûler, il a fait envahir les tatas de nos chefs, comme les Amadou Cheikhou et autres. Il a fait exécuter des gens, brûler des villages. Pourtant, sa statue trône encore aux places Faidherbe. Les mêmes qui justifient qu'on ne doit pas dormir dans un palais colonial, qui n'est pas un palais colonial, c'est un patrimoine du Sénégal. Oui. Disent aujourd'hui, oui, on doit construire un palais, mais on n'a pas d'amphithéâtre pour nos enfants. L'université Amadou Mahtar Mbow est encore une université itinérante. Quel est le problème ici? C'est un problème de choix, d'opportunité. Quel est le problème réellement? Le problème, c'est que Oui. on ne peut pas se payer le luxe que même des pays hyper développés n'osent pas faire. Le président français roule avec des voitures Peugeot 508, améliorées, blindées, mais 508. L'Allemande Angela Merkel roule avec des voitures, des BMW normales. Notre président roule avec l'une des voitures les plus chères au monde, une Maybach. 1 million d'euros, prix de base. Si on met les options, ça peut monter jusqu'à 1,5 million d'euros, 1,5 milliard de francs CFA. C'est cette voiture-là que les Sénégalais ont vu flamber sur les routes de Nguyen. Nous avons un président qui vit avec le train de vue d'un pays ultra riche, qui se dit, comme le pétrole est là, je vais me servir d'abord, et puis ça risque de ne pas trouver ici, je vais me servir, je vais me mettre à mon aise, pendant que le peuple est en guenille. Pendant que des Sénégalais à Tamba, à Bakel. Mais ça, c'est vous qui je vous dis, oui. nous tous nous le savons. Baye Omar, vous le savez très bien. Dans la région de Bakel, beaucoup de villages, les gens vont creuser des puits, sortir une eau saumâtre. Mais il a fait également des réalisations quand même. Bien sûr. Parlez des deux tableaux. Je vous rejoins sur ce point. Oui. Là, effectivement, des réalisations ont été effectivement faites en matière de forage, de pistes de production, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. D'infrastructures médicales. D'infrastructures, d'électrification rurale. J'y reviendrai tout à l'heure si vous avez votre permission. Mais j'entends bien les gens qui disent ça, surtout les gens de la paix. Mais ça ne lui donne aucunement le droit d'utiliser nos ressources pour son bon plaisir. Même il eut couvert le Sénégal d'hôpitaux, d'infrastructures en France. Mais c'est vous qui l'appelez plaisir, ça peut être... oui. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Des dépenses de sécurité, par exemple. Vous voyez par exemple, oui. vous voyez par exemple les Français, les Américains, les Chinois qui lancent des satellites sur la Lune. Oui. Qui viennent aider nos pays. Même la Tunisie, oui, qui viennent aider nos pays. Pour le vaccin, on a été aidé. Donc, nos besoins, on n'arrive même pas à couvrir nos besoins les plus élémentaires. Même si des efforts ont été faits là-dessus. Je le reconnais, je l'admets. J'étais membre du gouvernement, je sais que des efforts ont été faits dessus. On peut revenir dans quelles conditions maintenant. Mais ça ne donne aucunement le droit à ce gouvernement et le prétexte de ce gouvernement de vivre un train princier que lui-même reconnaît et avoue parce que il se dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Lui-même dit, on a dépensé 360 milliards pour l'achat de véhicules. Mais c'est un scandale. Je vous dis encore une fois, la sécurité du pays compte beaucoup plus. Et la sécurité du pays, c'est des casernes de gendarmerie. Ils en ont fait le long des frontières. C'est vrai. Mais est-ce qu'on en a fait suffisamment? Est-ce que ces casernes disposent de suffisamment de moyens pour couvrir des zones comme Bakel, comme Goudiri, comme Sénoba, comme etc. C'est là le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, des étudiants qui dorment à 20 par chambre, mais c'est normal au XXIe siècle, quand on parle de pandémie, est-ce que des gens, même en plein Dakar, qui sont obligés de creuser des puits pour pouvoir avoir de l'eau, c'est normal ou pas? Et tant que ces problèmes ne sont pas réglés, est-il normal de prendre l'argent des Sénégalais et de le dépenser à du luxe? C'est ça la question. Et en plus, et surtout, ce qui est... C'est la conjoncture économique qui dérange pour vous? J'ai un ami qui me dit... Oui. Il fait les études économiques d'économie de développement dans une célèbre université anglaise. Il me dit, l'autre jour, on était en séminaire, on était 2 Africains. Quand les gens donnaient des exemples de dépenses de prestige qui ne se justifient pas et qui confortent le sous-développement des pays là,
donner des exemples, on est tombé sur le Sénégal. Et je regardais mes pieds. Sur le Sénégal, c'est-à-dire concrètement, mais parce que c'est de quelles dépenses il s'agissait? C'est ce type de dépenses-là qu'on fait. Lesquelles? Avoir le projet de construire un stade de 150 milliards, construire Dakar Arena, construire le centre Abdou Diouf, construire un TR qu'on inaugure en 2019, soi-disant parce que on est à la veille des élections. Puis ensuite, le projet n'est même pas encore terminé. En 2021, il n'est pas encore arrivé. Et ça va être inauguré. Bientôt, Bayomar, ne banalisons pas ce genre de choses. Non, du tout. C'est-à-dire que quand le président de la République, pour les besoins de sa propre campagne électorale, pour les besoins de sa communication politique, fait faire un avenant à un projet, un avenant dont certains disent qu'il est de quel projet? Le TER. Oui. Parce que quand les rails ne sont pas configurés, terminés, l'électricité mise sur les caténaires, les locomotives prêtes, etc., et que vous demandez que tout cela soit fait, c'est comme si vous demandez qu'on vous fasse un studio spécial alors que le bâtiment est en ses fondations pour pouvoir commencer, mais vous demandez à beaucoup de corps de métier qui n'auraient dû intervenir que vers la fin, d'intervenir pour pouvoir vous offrir votre studio de rêve. Lui, pour cette inauguration, il y a eu des avenants. Des chiffres astronomiques en plusieurs dizaines de milliards ont été avancés pour que Macky Sall, le président de la République, en campagne électorale, puisse payer une opération de communication destinée à faire croire à l'opinion que son fameux TR est livré à date. Et depuis 2 ans, on était en 2019, je pense janvier-décembre 2018 ou janvier 2019. On est en 2021. 2 ans après, tout ce qui a été fait là, il faut le reprendre après. Un avenant à un projet. Mais c'est cette mentalité de sous-développé, cette mentalité qui fait que vous voulez les plus belles voitures, alors que ne s'offre pas Angela Merkel, que ne s'offre pas Trudeau du Canada, que ne s'offre pas le président Macron de France, que ne s'offre pas Xi Jinping, qui ne roule pas dans ce type de voiture-là, que vous voulez des palais quand votre peuple crève la dalle, et que les gens accidentés n'arrivent pas à avoir des hélicos pour pouvoir aller rapidement être exfiltrés et amenés. C'est ce genre, quand vos étudiants dorment à 20 par chambre, quand vous avez encore des zones du pays où il n'y a pas plus de 5% de couverture électricité. C'est en global, monsieur Thierno Alassane Sall. Tout est budgétisé. C'est des chapitres dans le budget. Oui, le budget doit... Gestion sobre et vertueuse, ils avaient dit. Oui. Le budget doit refléter... Vous remettez en cause la gouvernance sous Macky Sall, et en quoi cela est-il gênant d'opérer justement des dépenses comme dans toute république normale? J'étais plus jeune et je pense que le Sénégal a beaucoup changé. On a une forme d'accoutumance au scandale depuis que Wade est arrivé. Quand Diouf avait acheté sa voiture de 300 millions, oui, tout le monde avait crié au scandale dans le pays là. Diouf a gardé quand même pendant 20 ans l'avion de Senghor, qui avait été acheté en occasion. Diouf n'osait pas. Ne s'imaginez pas, face aux priorités du Sénégal, changer l'avion, le Boeing 727, qui était d'un certain âge, mais qui n'était pas vétuste. Il faut faire la différence entre un avion qui est mis en service depuis 20 ans ou 30 ans et un avion qui est usé. Parce que l'avion suit des cycles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Diouf n'osait pas penser même à retaper son palais là en y mettant le luxe exorbitant qu'on vient. Il y avait quand même une certaine sobriété chez cet homme que nous avons tous combattu durement. Au nom de mais comme il y a eu beaucoup plus de scandales sous le régime de Wade, puis sous le régime de Diouf, on est comme accoutumé. On est comme maintenant, on a baissé la garde. Et on s'habitue à ce que notre président roule dans des véhicules, que les présidents des pays qui nous aident. Vous voyez, vous entrez à Thiès. Hier, je sortais de Thiès, vous voyez, il y a un bâtiment où il y a la coopération en bas de beaucoup de voitures. Ces gens interviennent pour aider des gens qui sont malnutris, des gens qui ne sont pas alphabétisés, des gens qui n'ont pas l'eau à domicile, dans la ville de Thiès ou dans la région. Et ils passent et ils voient notre président rouler dans des voitures qui ressemblent aux carrosses royales, que même chez eux, ils s'interdisent et le président s'interdit de passer avec l'impôt de ces populations-là. On a augmenté le prix des médicaments, on a augmenté le prix des denrées. C'est avec cet argent-là qu'on paie les dépenses somptuaires du président de la République. C'est avec l'argent des gens diabétiques. Je sais que vous êtes très sensible à cette question et je ne veux pas vous faire semblant de vous... Ça fait partie des questions. Ça fait partie des questions. Je dis, je ne veux pas faire semblant de vous corrompre, entre guillemets, mais je sais que vous êtes très sensible à cette question.
Mais c'est l'argent qu'on met sur l'impôt pour les diabétiques, pour les cancéreux, pour les gens qui ont l'AVC, qui n'arrivent pas à gérer, pour tous ceux qui n'ont aucune couverture maladie qui leur permettent de rembourser leurs médicaments. C'est l'impôt qu'on met sur l'huile, c'est l'impôt qu'on met sur tout ce qui se passe dans ce pays-là, qui permet de rassembler l'argent. Et cet argent-là, il est utilisé à quoi? Oui, mais pour vous donc, notre développement n'a pas atteint ces niveaux de dépenses pour vous. Non, alors que, voilà, on parle de découverte de pétrole, et on va atteindre bientôt la production. Oui, on a une bonne signature à taux avancé avec ces recours aux eurobonds, quand même. C'est tout à fait, là également, c'est tout à fait... notre cellule économique fait souvent régulièrement des sorties. Vous savez, nos ministres répètent, et ce qu'on répète tout le temps, sans que les gens apportent les démentis ou que la vérité soit rétablie de manière massive, relayée de manière massive, finit par sembler être vrai. C'est tout à fait faux. Aujourd'hui, sur le marché international, des pays comme la France ou d'autres pays empruntent à taux zéro. 0%. Nous empruntons, ils ont dit, à 5,375%. C'est exorbitant. C'est ça la vérité. Ah oui, le taux d'intérêt est élevé. Mais c'est des contre-vérités que de dire nous avons une bonne signature, nous empruntons à 5,375%. Beaucoup de pays au monde aujourd'hui, les gens ont des liquidités au point où ils ne savent pas qu'en faire. C'est comme un moment, par exemple, le pétrole. Les gens avaient trop de pétrole, ils ne savaient pas qu'en faire. Ils le vendaient, ils vous payaient pour l'enlever. Je veux dire, ils vous l'offraient quasiment. C'est la même chose. Les pays africains, on dit on a des signatures convenables. C'est totalement faux. Et il faut que les économistes de ce pays, là, j'interpelle les universitaires, j'interpelle les intellectuels de ce pays. Ça a été levé quand même. Mais bien sûr, ils ont levé à des taux usuriers, à des taux prohibitifs. 5,375. Ils ont dit, oui, on avait demandé 5,5 ou je ne sais pas quoi, on a obtenu un rabais, etc. Mais oui, ils ont obtenu des rabais parce qu'aujourd'hui, le monde, il y a trop d'argent, personne ne veut le prendre. Les pays, beaucoup de pays empruntent à taux zéro. C'est faux de dire que, deuxièmement, ce qu'ils sont en train de faire là, mais c'est prendre de l'avance sur notre pétrole. Vous savez, c'est une histoire qui a été connue par le Tchad, le Congo, tous ces pays-là l'ont connue. Hein. Quand Lissouba est arrivé, il a trouvé que les gens avaient déjà emprunté au point que leur pétrole servait à rembourser des dettes contractées par le régime précédent. Le Tchad, vous savez, la situation, c'était pareil. Ici, chez nous, les eurobonds qu'on est en train de faire, on fait ce qu'ils appellent du sulbuki sullibuki. Vous payez une partie. Les Sénégalais devraient quand même être étonnés. Depuis 4 ans, chaque fois on nous dit on a emprunté pour payer une partie de la dette. Mais c'est une technique qui s'appelle, qu'on connaît bien, sulbuki sullibuki. Da ngay yeewu amoo dépense kër, nga dem lepp fenn, fay ñi la pogné, am lo defaat toute sa poche. Et cette fois, pourquoi on continue à pouvoir le faire? C'est parce qu'on gage notre pétrole, puisque ces eurobonds-là, c'est sur 30 ans. Et figurez-vous bien, si on emprunte 500 milliards, quand on avait emprunté 1000 milliards, les calculs avaient été faits par d'éminents économistes qu'on allait payer 3000 milliards. Et les 27 premières années, on va payer les intérêts. C'est les 3 dernières années qu'on va payer le principal. On va emprunter 1000 milliards, 500 milliards, on va payer 1500 milliards. Ça veut dire qu'on transfère aux générations à venir, à qui on laisse déjà suffisamment de problèmes, une dette colossale. C'est pourquoi le président de la République, Macky Sall, dès les premiers mois de la pandémie, il a été le premier au monde à dire encore une fois, Mastata, pitié, effacez nos dettes. Parce qu'il sait que cette dette est colossale. Donc, et qu'il a une responsabilité que l'histoire... pour l'annulation de la dette ne vous agrée pas, vous? Mais vous ne pouvez pas dans le même temps dire que je demande qu'on annule nos dettes et penser à faire des palais, alors que les palais de la République et les biens immobiliers de la République qu'on a hérité de la colonisation au centre-ville, à Fann Résidence, a été distribué entre copains. Depuis 20 ans, 25 ans, c'est le truc qui continue. Et quand on était en 2012 là, moi, il m'a été donné de voir, dès qu'on est arrivé au pouvoir, une liste de 102 dignitaires de l'ancien régime qui ont profité de villas au centre-ville, à Fann Résidence,
des villas qui coûtent des milliards. Pourquoi ce patrimoine immobilier n'a-t-il pas été retiré par l'État du Sénégal, mis dans son... Et éventuellement, ces espaces, on aurait pu mettre des immeubles là-dedans et faire des logements sociaux ou des logements vendus à des prix, même si ce n'est pas sociaux, à des prix intéressants, et l'argent encaissé par l'État du Sénégal. Mais on se donne entre copains. Ah oui? C'est un régime, même ces histoires d'infrastructures là, mais vous savez que ce que les économistes du développement, j'ai fait un peu d'économie, hein, j'ai fait une licence d'économie, ce que les économistes du développement appellent l'économie de rente. Dans tous les pays sous-développés là, on est dans une hyper-activité de construction parce que ça génère de la rente. Ça génère des marchés pour quelques-uns, des rétrocommissions et des commissions pour d'autres, et la finalité devient l'acquisition de biens immobiliers ou mobiliers au nom de l'État ou pour Mais le compte tout de ce que l'État. vous décrivez date de quand? Et vous voyez bien Tout ce que vous décrivez date de quand? on va y revenir, je termine Oui. là-dessus. Vous Oui. voyez bien que Oui. on est en train de couper la bande de Filao. C'est le summum de l'irrationalité En et de la quoi? criminalité En quoi? économique, En quoi? écologique. Ces bandes de Filao ont été faites par quoi? Pourquoi? Ça n'a Oui. été pas fait artificiellement. Ça a été fait après étude. Ça a été pour déclassifié. protéger- Vous ne pensez pas que ça a été déclassifié Laissez-moi sans pour répondre à autant ma tenir question, à compte votre des question. conséquences sur le plan environnemental? Non, cette bande de Filao a été faite Oui. après étude pour dire qu'il y a un risque d'érosion côtière. Oui. Il y a des années. Et des pays nous ont aidés avec leur deniers à faire cette bande de Filao qu'on aurait dû jalousement protéger parce que justement la ville est arrivée jusque à ces bandes-là et la ville aurait dû s'arrêter à 100 mètres au moins de ces bandes-là pour protéger et stabiliser les dunes. Et la question de l'érosion côtière comme des répercussions des changements climatiques est plus actuelle que jamais. On dépense beaucoup d'argent à aller dans des sommets comme de la COP, là, COP 21, COP 22, pour faire des déclarations tonitruantes. Mais c'est pour après venir dépecer des bandes de Filao et se le partager entre amis. C'est toujours les mêmes qui oui? sont servis. Mais oui, vous savez, toujours, c'est les mêmes corporations qui sont servies pour cette terre d'abord. Puis après, c'est les mêmes qui sont servis. Qui sont-ils? Mais vous le savez mieux que moi. C'est toujours les mêmes. Est-ce que vous avez vu des logements sociaux de la SICAP érigés là-bas? Le colon est sous Senghor. On peut tout dire de Senghor et d'Abdou Diouf. On peut tout dire. Mais Senghor a acquis sa maison comment? Les dents de la mer. Il nous l'a expliqué par Djom. Parce que là, nous avons une république des valeurs. Dafa Djom, Sénégalais, cet argent, cette maison-là, Senghor l'a acquise peut-être ceci, cela. Il a tenu à l'expliquer pour l'histoire. Personne n'a vu plus que cette maison-là à Senghor. Diouf, pareil. Mais ces gens se taillent des empires immobiliers dans le pays. Chacun d'entre eux, et même les journalistes qui sont là à défendre qu'on doit faire ceci ou cela, ont des empires immobiliers. Mais tout ce que vous dites date de quand? Mais l'inflation date à partir de 2000. Et c'est une des raisons pour Oui, mais lesquelles vous moi... étiez dedans, non? Mais c'est... Oui. Non. C'est une des raisons pour lesquelles, j'explique dans mon livre, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais insurgé contre le régime de Wade. Et c'est pour une des raisons pour lesquelles je suis entré en politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je me suis insurgé contre le régime de Macky. Et personne ne peut m'accuser, moi, d'avoir pris un terrain depuis que je suis aux affaires. Oui, alors, Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'Énergie, parlons un peu... Et c'est pire à Thiès, hein. Oui. En parenthèse, c'est pire à oui? Thiès. Comment- Le système en est arrivé à où il y a une... C'est pourquoi j'ai crié à la mafia. Parce que, vous savez, un pays, c'est des normes. Vous ne pouvez pas venir trouver le terrain de Socé, votre technicien que je salue au passage, qui l'a acquis Alioune durement. Badara, oui. Alioune Badara, qui l'a acquis durement, ou de pauvres orphelins qui ont le seul héritage, le seul patrimoine qu'ils ont hérité de leurs enfants, parce que vous avez la loi et les moyens avec vous. Vous n'avez pas la loi, vous avez l'application de la loi avec vous. Parce que la loi protège cet individu. Et dit que pour récupérer le terrain, même s'il ne l'a pas construit, il ne l'a pas utilisé, il faut faire une mise en demeure, récupérer ça et faire la procédure. Parce que arracher le terrain à Alioune Badara Socé et le donner à Thierno Alassane Sall, pour l'État, c'est indifférent pourvu qu'il construise. Ce que l'État veut, c'est que ce soit occupé. Et de préférence, pour ne pas dépenser de l'argent dans des procédures ruineuses et coûteuses, il vaut mieux le laisser associer en lui faisant une sommation s'il se décide à se construire. Mais on a arraché des centaines de maisons de concessions comme ça à Thiès, en violant les procédures, en se partageant ça. Pour se partager ça, c'est devenu une entreprise de spoliation
au profit de quelques individus. Il y a eu des conférences de presse faites dessus. Les populations sont indignées. Il n'y a pas eu de réaction, ni de la part de la justice, pour cause, ni de la part de l'administration territoriale, pour cause, ni de la part de qui que ce soit. Et c'est pour ça que les gens là, à la fin, ils se révoltent parce qu'ils disent que ces gens là utilisent une violence d'État contre nous pour nous spolier de nos biens. Vous avez parlé de Thiès, vous avez parlé de spoliation, mais est-ce que vous vous êtes promené à Dakar, le long de la corniche, en face de l'océan? Est-ce que vous avez fait le même constat avec ce qui s'y passe sur la corniche? Il n'y a plus de corniche. Impossible de se prononcer promener sur la corniche, à l'exception de ce que le Toubab a laissé ici, ou d'une partie de ce que le Toubab a laissé ici. Pour dire, je dis dans le livre là ça s'est aggravé. Il y a un moment où le président avait demandé l'arrêt des travaux et tout, mais maintenant c'est devenu comme qui dirait. Le président Wade est venu. Je me rappelle en 2004, je pense, j'étais à la SECNA, il est venu, il a fait. Comment en est-on arrivé là? Expliquez-nous un peu. Mais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des gouvernements qui vivent de la rente, qui créent des rentes. Ils ont considéré que les terres sénégalaises, c'est de la rente et qu'on peut enrichir quelques amis en utilisant les terrains. Le président Wade a fait le tour et vous vous souvenez qu'un soir, un après-midi, il a fait le tour de la corniche ouest jusqu'à la pointe des Almadies. Il a crié au scandale, il a dit qu'on va raser tout ça. Mais en fait, c'était pour identifier les meilleurs morceaux. Et il s'est servi. Il a servi ses amis. Même là où il y avait l'arsenal, l'artillerie, l'une des collines qui surplombait Dakar, à partir duquel on a une vue imprenable mais dangereuse aussi pour Dakar parce que l'armée l'avait choisi pour ça, pour mieux défendre éventuellement Dakar. Même ça, ils ont donné à des privés dans des conditions nébuleuses et parfois des privés étrangers. Et ça a continué de plus belle. Je donne dans le livre l'exemple de la caserne des sapeurs-pompiers qui était destinée, dans un plan cohérent et équilibré, à déménager vers la gare des Beaux-Maraîchers pour pouvoir mettre à la gare des pompiers une sorte de point de conjonction, comme il y en a dans toutes les grandes villes, où le rail rencontrera les routes, rencontrera les bus, et où le BRT devait aussi converger, où on devrait avoir des parkings pour pouvoir permettre aux gens qui veulent prendre le train pour aller à Dias de pouvoir être là. Ils l'ont donné à des étrangers pour construire, comme s'il n'y avait pas déjà des entreprises sénégalaises. Quelle alternative, si vous êtes élu président de la République, par rapport à tout ce que vous avez décrit comme spoliation, à tout ce que vous avez décrit comme injustice, oui, quelle serait votre réaction une fois élu à la tête de l'État de ce Sénégal ou même dans un gouvernement? Serez-vous prêt à justement remettre de l'ordre dans ce secteur? Il est absolument nécessaire de faire l'inventaire, genre commission vérité et réconciliation, de ce qui s'est passé. Parce que si on veut extirper cette mentalité de la prébande et de la rapine, parce qu'il y a une véritable mentalité de la rapine qui s'est installée dans le logiciel de beaucoup et malheureusement qui commence à imprégner l'administration. Je l'explique aussi dans le livre. Chacun veut vendre sa position. Vous voulez une signature, si vous ne faites pas attention, si vous ne payez pas, monnayez pas, vous ne l'avez pas. Alors, si vous voulez, venons-en à la question parce que le temps vous est compté. Donc ce qu'il faut, c'est il faut qu'on fasse un inventaire de tout ce qui s'est passé. Oui. Dans le domaine maritime, par exemple. Aussi bien dans le domaine maritime, autour de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où il y avait des réserves pour pouvoir faire des extensions. Dans l'aéroport, dernièrement, il y a moins de 4 mois, 5 mois, il y avait 557 et quelques parcelles qui ont été distribuées à l'intérieur de l'aéroport. Il y a des gens à qui on a donné 30 hectares, j'en parle aussi dans le livre, et qui se sont enrichis notoirement. J'ai vu, moi, de papier, des gens à qui on a donné 30 hectares, qui vendent 11 hectares. Il faut reprendre tout le patrimoine de l'État. Non, je n'ai pas dit qu'il faille reprendre, mais il faut faire un inventaire, savoir qui a fait quoi et pourquoi. Et, comme la commission vérité et réconciliation, les Sénégalais diront qu'est-ce qu'il conviendra de faire de tout cela. Mais on ne peut pas laisser passer ce carnage-là et laisser se créer une catégorie qui s'est enrichie sur le dos des Sénégalais et qui recycle cet argent-là dans la politique. Vous voyez, aujourd'hui, quand on va dans des villes comme Thiès ou ailleurs, on voit soudain apparaître des entrepreneurs politiques
qui vous sortent 15 millions qui disent je donne aux femmes de tel quartier, qui vous sortent 100 millions, débourser 200 millions aujourd'hui pour investir dans une commune, c'est rien pour certains. On ne peut pas laisser ce pays-là continuer à être gangréné par des gens qui ont acquis des positions importantes et des ressources importantes, soit avec le minier, soit avec le pétrole, soit avec des centrales électriques, soit avec tout ce qui peut se changer dans ce pays. Des gens ont pris de l'argent. Alors, nous restons dans ce chapitre des ressources naturelles. Aujourd'hui, en parlant de ressources naturelles, on fait allusion à la Constitution qui stipule que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui ont vraiment décliné au départ tout ce qu'il y avait comme situation concernant l'exploration. On tend vers la production sous peu. Si nous devons faire l'inventaire aujourd'hui, qu'avons-nous perdu durant la première phase en termes de bilan pour atteindre la deuxième phase de la production? Vous êtes ancien ministre de l'Énergie. Je souris parce que vous me permettrez de révéler le fond de ma pensée, c'est que quand on dit qu'on a dit dans la Constitution les ressources naturelles appartiennent au peuple, c'est comme s'il en était autrement avant. Ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire. Oui. Parce que, vous savez, aux États-Unis... Maintenant, très rapidement à la question. Oui, mais c'est important parce qu'ils le répètent tout le temps et disent, oui, on a mis dans la Constitution. Vous savez, les États-Unis, si on découvre du pétrole dans votre parcelle, c'est pour vous. Oui. Ici, de tout temps, si on découvre du pétrole, de l'or ou n'importe quoi dans votre parcelle, ce n'est pas pour vous, c'est pour le pays. C'est bien de le mettre dans la Constitution, mais il faut expliquer qu'est-ce que ça change. Et il faut expliquer dans la pratique qu'est-ce qu'on a changé. Oui. Dans la pratique, dans la première phase, le Sénégal a perdu beaucoup d'argent. J'ai l'habitude, pour expliquer la chose en Wolof et en Pulaar, de dire que les Timis et autres là, ils ont pris le principal, ils nous ont donné les intérêts, ou ils nous ont donné l'Asakabi, Asakabi, pour Katal. Oui. Très rapidement. Deuxièmement, on dit qu'on est dans une deuxième phase. Je donne souvent l'exemple de la centrale électrique qui est en train de se faire, soi-disant, avec notre pétrole, avec le prétexte de faire du contenu local. La centrale de West African Energy, là. Vous savez, vous, en tant que éminent journaliste, observateur de la société civile, vous savez, société sénégalaise, vous savez, vous, dans quelles conditions ce contrat s'est noué? Vous savez dans quelles conditions le gaz va être mis à disposition de ces opérateurs? Des opérateurs dont, à tout le moins, si on était un pays sérieux, certains n'auraient jamais dû. Pourquoi? Mais vous savez très bien que contre certains, il y a des rapports d'inspection générale d'État, des rapports de Cour des comptes, qui disent les méfaits monstrueux qu'ils ont fait dans le même secteur de l'électricité. Ah oui? Oui. Oui. Vous savez très bien qu'il y a un ancien directeur général de Sénélec, ancien ministre de l'Énergie, contre qui le rapport de l'inspection générale d'État et le rapport de la Cour des comptes est on ne peut plus formel et qui se retrouve aujourd'hui opérateur dans le domaine de l'électricité. Mais dans quel monde sommes-nous? C'est tout ça qu'on a voulu combattre. Oui. En 2012. C'est pour ça qu'on a fait les assises nationales. Et comme je dis, les gens ont perdu la capacité de s'indigner dans ce pays-là. Alors, non, répondons à la question. Qu'avons-nous perdu lors de la première phase d'exploration? Par exemple, sur le contrat de Timis, on a perdu tout ce que Timis a gagné. Timis est parti et tout ce qu'il a vendu éventuellement à Cosmos, Timis est parti avec près de 200 milliards de francs CFA cash quand il a vendu les 30% qui lui restaient à Cosmos, transaction que j'ai refusé d'avaliser et qui est la raison principale de mon départ du gouvernement, le total n'étant que la couverture que le président de la République a voulu mettre derrière. Donc on a perdu d'abord ces 200 milliards cash. Je reviendrai sur le cash tout à l'heure, vous me permettrez parce Très rapidement. Oui. Et on a perdu le pourcentage qu'il aura quotidiennement dès que l'exploitation commencera. Donc, sur le cash, j'entends même l'autre jour le premier vice-président de l'Assemblée et d'autres répéter régulièrement « Ouais, il y a du pétrole, mais c'est comme si vous allez à la BHS, vous commandez un bâtiment. Mais vous payez des avances et vous vous engagez à votre banque, avant même la construction, sur le papier, avant même la construction de l'immeuble. Votre banque avance les fonds à la BHS, au promoteur, au fur et à mesure que la banque constate l'avancement des travaux. Donc l'argent est avancé avant même que vous ayez votre clé. Votre appartement n'est que sur les papiers. Mais quand des autorités de la République qui sont censées exercer le contrôle sur le gouvernement, je parle de députés de l'Assemblée nationale,
qui aurait dû s'interroger, m'interroger moi en tant qu'ancien ministre. Et si j'ai tort, m'inculper s'il le faut, me porter plainte contre moi. Mais il y a un problème. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Vous l'avez dit, aujourd'hui, le privé peut-être va justement participer dans la deuxième phase de la production. Comme avec West African Energy. Oui. Parce que ça fait partie de votre plaidoyer de départ, non? En toute opacité. Ça fait partie de mon plaidoyer de départ, oui. Quand j'étais aux affaires... Inviter les privés à participer? Oui. Oui. Il y a privé. C'est-à-dire? Oui, parce que je m'explique. Quand j'étais dans le gouvernement, d'abord, on ne dit pas forcément le privé. Il faut que les intérêts sénégalais soient préservés. Ça veut dire que l'État du Sénégal peut même participer directement sous forme d'une société qui peut être gérée de manière privée. Mais quand j'étais dans les affaires, ce que j'avais voulu, c'est qu'on fasse une feuille de route complète, qu'on voie l'ensemble des activités sur lesquelles on doit se préparer pour prendre la main au fur et à mesure, dans la logistique, dans le trading, etc. Donc, je ne pense pas qu'on est dans le droit chemin, parce que ce qui préoccupe actuellement le gouvernement, c'est toujours de faire des emprunts gagés sur le pétrole, comme je dis, au lieu... D'ailleurs, les Sénégalais doivent se dire, on est à quelques encablures du premier gaz ou du premier pétrole, mais on ne sent même pas, dans l'opinion ou dans l'information qui est mise à disposition du public, qu'il y a des mesures concrètes qui sont faites pour que le gaz soit à disposition des Sénégalais. Vous allez à Tunis, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est un pays que je connais assez bien. Vous allez à Tunis, de tout temps, depuis plus de 40 ans, au centre-ville de Tunis et dans tout ce qui entoure, c'est le gaz de ville, les gens ont des pipelines, etc. Gaz qu'ils importent. Nous allons produire du gaz. Ne serait-il pas temps qu'on ait un plan de comment va être distribué le gaz dans des zones densément peuplées comme Dakar, au lieu d'utiliser des charrettes avec des bonbonnes qui vont encore continuer à transporter le gaz? Comment on va amener le gaz à Touba, à Thiès, ailleurs, et comment on va le distribuer? Quelles sont les entreprises sénégalaises qu'on peut positionner dessus? Comment on va les stocker ailleurs, etc. Et comment on va y travailler dessus? Mais c'est à coup de séminaires. J'ai vu l'autre jour un de mes amis avec qui j'étais au ministère faire des séminaires. On fera des séminaires jusqu'à ce que le gaz soit terminé. On fera des séminaires. Thierno Alassane Sall, on est pratiquement à quelques minutes de la fin de l'émission. C'est allé trop vite. On va parler de politique pour boucler. Les élections locales de janvier 2022. Est-ce que la République des valeurs compte y participer? Comment? Est-ce que ce sera dans le cadre d'une alliance? D'ailleurs, vendredi, on ne vous a pas vu à la cérémonie de M2D. Pourquoi? Vous n'y étiez pas? On y sera dans le cadre pour participer, pour parler des élections. Dans le cadre, on est membre de la coalition CRD d'abord. Et on y participera, on est en discussion avec toutes les autres forces de l'opposition. Mais je veux rappeler que les élections, les discussions se passent au niveau local. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mouvements dans chaque localité. Les alliances, c'est au niveau local. Oui, et vous êtes partisan de la plus large coalition, la plus large possible de l'opposition. Qui exclut le pouvoir et tous ceux qui ultérieurement penseront rallier le pouvoir. Et nous allons prendre des discussions. Par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre avec des alliances avec... PASTEF et les autres au niveau local? Hier, samedi, une autre réunion, parmi d'autres, il y a beaucoup d'initiatives localement à Thiès où il y avait PASTEF, les membres du CRD, des mouvements de la société civile, des mouvements citoyens, s'est tenu à Thiès pour justement discuter de ces questions. Et il y a une autre initiative qui l'a précédée où il y a aussi des éléments de la société civile. Donc sur ce coup, il n'y a aucun souci, mais je dis, c'est selon les élections locales, ce qui rend difficile, c'est que sur le principe, on est tous d'accord pour aller avec la plus large coalition de l'opposition possible. Maintenant, il faut tenir compte de la réalité des configurations de force dans chaque localité, dans chaque commune. C'est très compliqué au niveau départemental. Maintenant, pour la question... Mais pour le principe, c'est que vous plaidez pour une grande coalition de l'opposition. Mais absolument. Oui. Absolument. On plaide pour la plus large coalition de l'opposition sur des bases très claires et sur des principes clairs. Parce les conditions, c'est sous conditions? Je dis non, sur des bases. Il faut qu'on élabore des textes et qu'il y ait un code d'honneur. Vous avez vu, par exemple, Thiès, il y a un maire qui a été élu qui a passé pratiquement 5 ans d'opposition avec le conseil municipal qu'il avait élu. C'est des choses qui ne sont pas possibles. Il faut qu'on puisse trouver des cahiers de charges. Oui, et des chartes et des engagements écrits. Il ne faut pas qu'on élise des gens puis après qu'ils aillent négocier et faire du mbroxo soit à Thiès, soit ailleurs. Donc ça, il faut qu'on mette en place. Nous sommes en train de discuter de tout cela, mais je pense qu'il est clair qu'il faut qu'on aille
D'autant plus que les gens vont mettre beaucoup d'argent dans les quartiers. Et il nous faut être ensemble également pour dire aux populations que ces élections sont cruciales. Pourquoi le président de la République se sent concerné au point de dire que je n'accepte pas des listes parallèles? C'est parce que moi, et on y reviendra peut-être à l'occasion d'une autre émission, j'ai l'intime conviction que son schéma est un schéma, soit il abandonnera pas, mais c'est peut-être mon hypothèse numéro 2. Mon hypothèse numéro 1, c'est plutôt il ferait un peu comme Poutine ou comme Kabila, c'est ce qu'il cherche à faire. Et c'est pourquoi il cherchera à maintenir sa mainmise sur l'APR et la coalition jusqu'à l'ultime dernière minute, à émettre une sorte de marionnette devant pour revenir 2 ans après, un mandat plus tard. C'est son calcul. Maintenant, on sait très bien qu'entre les calculs et les réalités, il y a souvent un monde. Oui. Et il y a le peuple. Seriez-vous candidat à la candidature à Thiès? Je préfère le dire à Thiès le moment. Ça vous traverse l'esprit? Disons qu'on est en une coalition où il y a des camarades d'autres partis et d'autres coalitions. Et le rôle qu'ils me prêteront, je l'accepterai volontiers. Et nous travaillerons ensemble à ce qu'on se donne les meilleures chances. Et par respect pour Thiès. Êtes-vous optimiste pour Thiès? Absolument. Alors, je suis optimiste. Alors, oui, expliquez-nous, c'est la toute dernière question, même si à la participation de l'événement de vendredi avec le M2D, vous n'y étiez pas, vous aviez envoyé un représentant ou le parti La République des Valeurs n'y était pas? Oui, c'est le MDD qui manifestait. Il ne nous aura pas échappé que nous ne sommes pas membres du MDD. Est-ce que le combat que mène le M2D est le vôtre? C'est-à-dire la libération des détenus politiques, préservation des acquis démocratiques. Est-ce que vous partagez ce combat? Vous savez, sur toutes les questions qui ont trait aux libertés et Est-ce que vous partagez, oui ou non? Je vous réponds. Oui. Sur toutes les questions qui ont trait aux libertés démocratiques, à la démocratie, nous sommes intransigeants et nous sommes avec tous ceux qui luttent pour ces questions. Et nous réjouissons que le pouvoir ait enfin compris que le droit à la manifestation est un droit, c'est comme la respiration de la démocratie. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de respirer, on ne peut pas empêcher aux citoyens de manifester. Que peut bien revêtir ces élections locales de janvier 2022? C'est la dernière question pour boucler. En 1 minute. C'est un sondage grandeur nature sur l'état d'exaspération des populations. Il est vrai que les élections législatives et les élections locales, il est très difficile d'en faire une projection nationale parce que vous allez dans certaines localités, surtout dans des zones rurales, il y a des relations personnelles ou autres qui peuvent jouer dans la décision et qui peut atténuer la lecture politique au niveau national. Parce qu'il y a des relations personnelles, des relations affectives, les jeux des forces maraboutiques locales ou des forces traditionnelles locales, etc., qui peuvent influer. Mais en tout état de cause, c'est déjà un sondage assez considérable de l'état de notre démocratie et des rapports de force politiques. Oui, jauger le rapport de force. On est en perspective des élections locales. Merci Thierno Alassane Sall. C'est moi. Ça a été un plaisir encore une fois. Et pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes ancien ministre de l'Énergie, mais Thierno Alassane Sall est un ingénieur en aviation civile, en télécommunication, mais en politique. Vous êtes le président de la République des Valeurs. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, ça en est tout. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la 98.5. Place à présent à Maodo Faye qui accueille le président du groupe parlementaire Benno. C'est ainsi l'équilibre chez nous à Sud FM. Excellente suite de programme. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité et à l'équipe digitale à la tête Adoune Badra Sossé, Papa Dio et également Abdoulaye. Au revoir.